Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Dans Sun Business, aujourd'hui, Clément Lessort reçoit Alexandre Gérard, le président du groupe Innovon. Bonjour Clément. Bonjour Clémence, bonjour Thomas et bonjour à tous les auditeurs de Sun qui nous écoutent ce matin, fidèles au poste bien entendu. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors de beaucoup de choses Clémence, je préfère vous prévenir immédiatement qu'il me faudrait 1 heure d'émission puisqu'on reçoit effectivement Alexandre Gérard pour parler notamment de la culture, de ce phénomène de la libération de l'entreprise ou de l'entreprise libérée. On va voir ça tout de suite dans un instant avec lui. Et merci Alexandre Gérard d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous êtes le président d'Innovon, on vous présente comme ça. D'ailleurs, est-ce que c'est le bon titre, la bonne dénomination pour présenter votre fonction au sein du groupe dans cette culture de l'entreprise libérée ? Alors en fait, moi je préfère le terme co-animateur. Nous sommes aujourd'hui 3, nous serons demain 4 co-animateurs du groupe. Et c'est plutôt ce titre que j'affectionne. Le groupe Innovon, pour en parler très rapidement avant de se plonger dans le sujet qui nous intéresse particulièrement ce matin, intervention sur site, il faut peut-être nous en parler dans les 4 métiers qui concernent cette partie-là, et puis du conseil et de la communication. Oui, Innovon, c'est aujourd'hui une équipe de 300 personnes qui travaillent dans 7 métiers différents. Le premier, qui est le métier historique, s'appelle Chronoflex, dépannage de flexible hydraulique sur site. Mais aussi, on fait du post-équipement électrique avec Chronowatt. On fabrique nos véhicules d'intervention avec Chronobox. On développe des logiciels via Chronolink pour permettre de gérer les flottes d'itinérants. On fait de l'optimisation des achats avec MargeUp, de la communication décalée avec Fruiz, et on aime bien aussi écrire des livres de famille ou des livres d'entreprise, et ça, c'est Curieuse d'Histoire. Tout ça, ça fait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, ce sont les chiffres donc 2014 ou 2015. 2014-2015, comment ça se profile ? C'est plutôt bien parti ? Alors nous, on est très liés le métier principal, c'est toujours Chronoflex. On est toujours très liés au BTP, qui est un métier pas simple en ce moment, et malgré tout l'entreprise est plus agile, plus adaptable, plus résiliente, et voilà, et on gagne de la part de marché en ce moment. Alors on va le voir si c'est effectivement lié à cette révolution que vous avez mise en marche, un monde du travail en entreprise sans hiérarchie, sans contrôle, sans corps intermédiaire, sans surveillance. Vous nous dites aujourd'hui, Alexandre Gérard, que c'est possible, que vous êtes en train d'évangéliser, vous allez nous expliquer, et de convaincre de plus en plus de décideurs. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors d'abord, en fait, le fruit de cette expérimentation est né dans la douleur pour nous, puisque l'entreprise est née il y a 20 ans dans la région nantaise, une petite société à l'époque qui part avec un grand projet, développer un réseau national d'intervention pour dépanner les flexibles hydrauliques sur site. Ça naît avec un véhicule, mais de grandes ambitions. 12 ans après, on a passé les 300 équipiers, on a créé plein de petites boîtes autour de Chronoflex, on est présent dans les dom-toms en Suisse, etc. Tout va bien. Et puis la crise nous rattrape, elle nous fout droit. Et là 2008-2009. Oui, 2009. C'est 2009. Et là, il va falloir se reconstruire. Après avoir vraiment vécu un traumatisme important, on a été obligé de virer des gens qu'on n'avait pas envie de virer. Et ça va nous laisser un goût amer dans la bouche qui va perdurer très longtemps. La reconstruction de tout ça, elle est compliquée. Et finalement, les hasards de la vie m'amènent à rencontrer 2 personnes. Le premier, c'est Jean-François Zobrist, l'ancien patron emblématique de cette fonderie picarde qui s'appelle Faviv. Le second, c'est Isaac Getz, le co-auteur de Liberté et compagnie. Et ces 2 hommes vont m'ouvrir vraiment les yeux sur cette philosophie qu'on appelle l'entreprise libérée. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer la reconstruction de l'entreprise avec mon équipe. Aujourd'hui, Alexandre Gérard, vous considérez qu'on est en train de vivre une véritable révolution qui est en marche, une transition vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore, une refondation sociétale, peut-être nous en parler, ou un épiphénomène, un effet de mode qui va passer, peut-être même une inspiration pour les entreprises qui sont en perte d'identité, qui cherchent quelque chose, un renouveau. Alors, en fait, d'abord, pendant 15 ans, je ne m'étais pas posé du tout la question. Est-ce qu'il vous paraît normal aujourd'hui qu'un gars qui a 40 ou 50 ans ait besoin de l'autorisation de son chef pour faire une note de frais à 10 €? Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne qui est super engagée dans sa vie perso, quand elle arrive dans son entreprise, se débraye? Voilà, fasse le strict nécessaire. Finalement, moi, je ne m'étais même pas posé la question pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, grâce à cette nouvelle philosophie, j'ai réouvert les yeux là-dessus. Et je partage cette aventure avec grand plaisir. L'entreprise, vraiment, on a un niveau de plaisir dans l'entreprise qui est sans égal par rapport à ce qu'on a vécu pendant une quinzaine d'années.
Et ça a changé notre vie. Et je pense que ça peut pas être un phénomène de mode parce que les transformations nécessaires chez le patron sont tellement importantes que revenir après, quand on a découvert les vertus de l'intelligence collective, par exemple, et revenir en arrière après, je pense que ça n'est pas possible. Voilà. Alexandre Gérard, est-ce que comme Jean-François Aubry, dont vous avez évidemment évoqué tout à l'heure, et dont vous revendiquez l'héritage et l'influence très clairement, vous vous considérez comme un patron naïf et paresseux? Alors, oui, c'est la façon dont Jean-François aime se présenter. Je pense pas être paresseux, je pense que je travaille plutôt beaucoup trop sans doute. Naïf, oui, j'ai probablement été aveugle plutôt, je dirais aveugle pendant des années. Ce qui est absolument incroyable, c'est que quand on commence finalement à se remettre en cause, à accepter sa vulnérabilité, à la partager avec ses équipiers, à dire finalement je sais pas, et quand on permet à l'intelligence collective de l'entreprise de pouvoir se révéler, c'est une chose absolument incroyable. Aujourd'hui chez nous, qui décide? Eh bien ça fonctionne par des groupes de travail. Juste 3-4 exemples. Par exemple, les recrutements. Qui réalise des recrutements chez nous? Ce sont plus les équipes RH qui font ça comme dans la majorité des entreprises. Ce sont toujours les équipes qui accueillent, qui recrutent. Mais Jean-François Aubry, pardon Alexandre Gérard, mais Jean-François Aubry, pour les RH, lui, il les considère comme des parasites qu'il faut éliminer. Vous êtes d'accord avec lui? Alors non, je pense. J'aurais pas ce regard aussi extrême que Jean-François. On a une équipe chez nous de RH qui sont vraiment extrêmement performants. La seule chose, c'est que on va redonner le pouvoir de décision à l'équipe qui gère. Donc si c'est l'équipe qui accueille, c'est eux qui vont décider de recruter. Les RH dans ce cas-là, chez nous, ont un très grand rôle de facilitateur. Ce sont eux qui vont monter en compétence ces gens qui recrutent, qui vont les assister, qui vont continuer de gérer les flux, tous les flux, administratifs derrière. Voilà. Donc ils sont plutôt, c'est tout le rôle des responsables en fait, deviennent plutôt des facilitateurs, des gens qui vont aider à grandir un petit peu, comme un jardinier qui va s'occuper d'apporter tous les nutriments à ses pieds de tomates. Et vous le savez, on ne fait pas pousser ces tomates en tirant sur la tige, mais simplement en apportant les bons nutriments. Ah ben c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors sur la question et la notion de contrôle, on y reviendra peut-être, mais partez-vous du constat, du postulat, que la nécessité de contrôle, elle concerne uniquement 3% des salariés. Ça veut dire que 97% des salariés restants, eux, subissent et à la limite n'en ont pas besoin de ces questions de contrôle. Alors il faut comprendre une chose. En fait, il y a deux philosophies ou deux croyances qui sont derrière les deux grands types d'organisation. Le premier type d'organisation, celui qui a gagné qui est dominant aujourd'hui, c'est le modèle pyramidal que McGregor appelle le monde X. La croyance qu'il y a derrière l'organisation pyramidale, c'est que les gens n'aiment pas travailler. Et comme ils n'aiment pas travailler, eh bien on met en place du contrôle et des mécanismes de carotte et de bâton si le boulot a été bien fait ou pas. Bon. Mais dans notre culture, étymologiquement, le travail c'est quand même synonyme de souffrance, d'aliénation. Il faut le rappeler quand même. Est-ce que c'est possible cette révolution dans nos civilisations? Le tripalium, etc. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'entreprises. Si vous prenez Gore, W.L. Gore qui a fait Gore-Tex, si vous prenez Harley-Davidson, fut un temps, si vous prenez Favi, etc. Et vous avez des centaines d'entreprises comme ça, Poult en France, IMA Technologies, Lippi, etc. Vous en avez plein. Vous en avez site conseil à Nantes, etc. Vous en avez plein qui fonctionnent en ayant mis la confiance et la liberté au cœur de l'organisation. Et ça, c'est le deuxième type d'organisation, c'est ce qu'on appelle les entreprises Y, où en fait, si on a réussi à réunir 3 éléments. 1, le sentiment d'égalité intrinsèque. 2, le fait que les gens puissent se réaliser dans l'organisation. Et 3, l'autodirection. Eh bien, vous faites que les gens, du jour au lendemain, se trouvent plus engagés. Tout simplement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans nos organisations. Ça veut dire que vous faites le pari, Alexandre Gérard, que l'homme est bon. Ça, c'est le premier peut-être. Et vous misez sur l'intelligence collective. Exactement. C'est ni plus ni moins ceci. Alors finalement, on va quand même parler des managers, puisque c'est peut-être eux qui ont plus à perdre que les salariés dans cette transition qui peut-être est brutale, la fin des fonctions support. Comment est-ce que vous les accompagnez, ces anciens cadres qui ont mauvaise presse aujourd'hui, qui coûtent peut-être un peu trop cher et qui vont devoir abandonner leurs privilèges? Alors la transformation, elle est dure dans l'entreprise, faut pas la nier du tout. Elle est dure pour le patron, mais c'est lui qui décide de l'engager. Alors, par écho, elle va être difficile pour la fonction managériale, dans un premier temps, vraiment dans un premier temps. Ils vont tous accepter docilement en vous disant, bon Alexandre Gérard, on a compris, c'est bon, on arrête, on quitte nos bagnoles de fonction, nos places de parking réservées, comment... On a parlé des signes de pouvoir. Il n'est pas question de travailler la remise en cause du traitement des managers, absolument pas. La seule chose, c'est qu'on va les accompagner dans un changement de posture, celui du jardinier. Avant, ils expliquaient aux gens ce qu'il fallait faire, et aujourd'hui, ils sont là pour montrer la direction et pour se mettre en père nourricier ou en support. Voilà. C'est ça qui est
très différent. Cette transformation, elle est compliquée. Mais le principe de nos organisations, c'est on ne laisse personne au bord du chemin. Donc on ne va se séparer de personne. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que la transformation s'est effectuée, une fois qu'on a largué son ego et tout ce qui est pesant avec tout ça, eh bien, tout le temps qu'on passait à dire aux gens ce qu'il faut faire, en contrôle, en reporting, etc., ça devient du temps libre. Et or, aujourd'hui, dans la majorité des cas, ça pèse au moins 50% du temps de travail. Ça veut dire que du jour au lendemain, tous les managers qui deviennent chez nous, dans des entreprises comme chez nous, des team leaders, sont des gens qui vont avoir un temps incroyable à mettre à disposition de leurs équipes pour les faire grandir. Combien de temps ça prend, Alexandre Gérard, pour libérer une entreprise, pour libérer une boîte? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de précipitation, notamment suite à votre médiatisation, évidemment, au succès de votre entreprise, au fait que des grandes chaînes nationales, et France 2 et Arte, pour ne pas les nommer, ont consacré une partie de leur documentaire consacré notamment au bonheur au travail, à votre expérience et peut-être au capital sympathique que vous générez, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de précipitation? Aujourd'hui, tout le monde veut libérer son entreprise. Alors, vous avez raison. Il y a deux risques, en fait. Et la problématique, c'est que les médias, en fait, font des raccourcis trop importants pour montrer le côté bisounours, et c'est pas du tout la réalité, malheureusement. La deuxième chose, il y a deux risques si on s'engage sur ce chemin, deux risques à libérer son organisation. La première, c'est celle de communiquer à ses équipiers en disant, voilà, je vais vous donner de la confiance, je vais vous donner de la liberté d'action. Ça, c'est la première risque. Parce que si vous annoncez ça, vous l'avez dit, un changement de culture, ça prend entre 1 et 3 ans minimum pour commencer à avoir des vrais effets. Et si vous annoncez ça à vos équipiers, quand ils reviennent à leur boulot, à leur poste de travail, ils sont toujours confrontés à leur petit chef, aux procédures et au reporting qu'ils doivent faire. Donc pour avoir des effets de rejet, il n'y a pas mieux que ça. Ça, c'est le premier des risques. Donc si vous y allez, ne communiquez pas. La deuxième chose, vous savez ce que disent les anciens, dire fait rire, faire fait taire. Voilà, c'est ça. C'est plutôt passer dans l'action que dans la communication. Le deuxième risque, c'est de penser que la transformation de son organisation est possible sans sa propre transformation préalable. Et ça, c'est une erreur. Parce que l'idée, c'est pas tellement ce que je vais faire pour transformer mon organisation, c'est qu'est-ce que je vais laisser faire. Et si on comprend le poids de cette phrase, ça veut dire est-ce que je suis prêt à accepter tout ce qui va émerger sans que ça passe par mon contrôle ou ma décision. Et si je suis pas prêt à accepter tout ça, eh bien ma réticence ou ma tension au moment où je vais accueillir ça va faire que je deviens le premier frein à la libération que j'appelle de mes voeux. Voilà. Ça coûte cher de libérer son entreprise, Alexandre Gérard, puisque bon, c'est pas tout de les libérer, les salariés, il faut aussi les faire monter en compétences. Ça veut dire un investissement formation, du temps à consacrer. Est-ce que les entreprises aujourd'hui qui sont plutôt dans une vision court-termiste, compte tenu de la conjoncture, sont prêtes, sont capables, en trésorerie notamment, et en temps à consacrer à leurs salariés dans cette transformation, cette gap? C'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question. Je pense que c'est l'évolution qui coûte la moins chère. Pourquoi ? Parce qu'elle se passe dans la tête du boss, et ça, il suffit d'aller voir quelques liens sur Internet et d'acheter 2 ou 3 bouquins, et vous avez beaucoup des ingrédients pour pouvoir commencer à mener votre transformation. Les budgets, dans un premier temps, ça sera juste un budget de coach. Parce que si vous voulez vous engager là-dedans, il va falloir travailler sur vous et vous remettre en cause. Lâcher prise. Donc, un coaching, ça va coûter quelques milliers d'euros. Et puis après, vous avez raison. Mais ça se fera au cours des années. Monter en compétences, donner des nutriments aux équipiers pour qu'ils puissent grandir. Mais ça s'accompagne déjà ça se met en place déjà quand la transformation de l'entreprise a commencé. Et donc, on n'est pas dans un j'ai besoin d'investir lourdement pour avoir un retour d'investissement. Ça va se faire en même temps. Donc, c'est probablement l'évolution qui va coûter la moins chère aux entreprises. Peut-être dernière question, puisqu'on arrive déjà au bout. Malheureusement, je vous l'avais dit, c'est très très frustrant. On aura le plaisir évidemment de vous recevoir à nouveau. 15 secondes, quand on propose aux salariés d'Air France, Alexandre Gérard, d'accepter d'atteindre la productivité demandée pour maintenir leur niveau de rémunération actuel, vous pensez qu'on les responsabilise ? Je pense qu'il n'y a pas de vision commune dans cette entreprise. Dont acte. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin à Sun Business. On vous retrouvera très prochainement pour suivre l'aventure, notamment, et on reparlera refondation sociétale avec vous, puisque vous êtes persuadé que dans les 5 prochaines années, il va se passer quelque chose, une révolution est en marche. La semaine prochaine, j'en profite pour préciser à nos auditeurs, Thomas, que je recevrai Jean-Noël Frexinos. Il est aux commandes d'Habitat 44 depuis 90 ans. Cette structure construit et gère des logements sociaux au service des collectivités locales du département. Excellente semaine à tous les auditeurs. Et puis, on a choisi peut-être 1 ou 2 ou 3 morceaux de musique. C'est mon invité.